Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout à l'heure, la mise au point des travailleurs du Sud-Just à propos d'une indemnité de logement qu'ils auraient reçue de l'État. Ces derniers démentent fermement avoir reçu quelconque indemnité de logement, ce qui vient donc contredire l'annonce faite par leurs collègues fonctionnaires du QSEMS. Le Sud-Just était en conférence de presse ce matin en présence de nos reporters Salimata Aoussek et Djibi Diallo. Le Sud-Just est formel. Il n'a reçu aucun franc de l'État, comme l'ont annoncé leurs collègues fonctionnaires du QSEMS. Un camarade syndicaliste, M. Dambot du QSEMS, a élevé ses voix dans la presse pour dire que les greffiers étaient attributaires d'une indemnité de logement. Et il a même avancé des chiffres, ce qui n'est pas conforme à la vérité, ce qui est inélégant venant d'un syndicaliste comme Dambot. Car nous sommes unis par une communauté de destin en tant que travailleurs. Des gens ont sacrifié leur carrière pour consolider les droits des travailleurs et nous devons tout faire pour préserver cette unité. Des déclarations regrettables car selon Maître Touré, cela peut participer à l'implosion syndicale dans ce contexte de contestation. Sur la question de l'indemnité de logement, je vous signale que c'est une vieille revendication des greffiers qui date de plusieurs années. Nous sommes en train d'y travailler avec l'État du Sénégal. Mais tel qu'il l'a présenté dans la presse, cela n'est pas conforme à la vérité. Vous avez reçu quelque chose? Nous n'avons reçu à ce jour absolument rien. C'est ce que vous vouliez entendre? Oui. Eh bien, c'est le cas. Mais comme j'ai dit, nous sommes en négociation. Il y a des étapes qui ont été franchies, des étapes positives dans la satisfaction de cette vieille revendication. Le syndicat des travailleurs de la justice en colère contre le QSEMS. Toutefois, le Sud-Just promet d'éclairer la lanterne des Sénégalais en cas de réception de cette indemnité de logement. Et à Thiès, ce matin, les travailleurs du Petit Train Bleu étaient en grève. Les voyageurs ont dû emprunter la route pour se rendre sur leur lieu de travail. Et nous reviendrons sur cette information. Non, apparemment, elle est prête. Donc c'est parti. On lance tout de suite le reportage de Cheranta Diop et Seyla Tir. Nous sommes à la gare ferroviaire de Thiès. Le petit train de banlieue n'a pas quitté le quai. Les cheminots de Thiès ont entamé une grève de 24 heures pour cause le non-versement par l'État des compensations financières promises. Effectivement, un minimum d'1,2 milliard parce que présentement, comme vous le savez, depuis la privatisation en 2003, l'État nous avait octroyé 500 millions, alors qu'en ce moment, le coût du diesel de nous donner une compensation. Là, on a l'habitude de dire une subvention, mais c'est une compensation financière parce que si on prend le tarif de Dakar-Thiaroye qui est actuellement de 150 francs, il devrait être à 300 francs. Et Dakar-Rufisque qui est à 200 francs aujourd'hui devrait être à 400 francs. Donc la moitié normalement c'est l'État qui devait le couvrir pour remplir pleinement notre rôle et notre mission de transport public. Il dénonce aussi la mauvaise politique ferroviaire de l'État. Ils promettent de durcir le ton. Si rien n'est fait d'ici 48 heures, une grève illimitée n'est pas à écarter. Oui, on a observé 24 heures d'avertissement comme je l'ai dit tantôt. Si rien n'est fait, nous allons parler au cran supérieur. C'est-à-dire observer, comme vous avez dit, 48 heures, 70 heures et jusqu'à une grève illimitée. Nous ne sommes pas radicaux, nous faisons un syndicalisme de développement. Un syndicat. Beaucoup de passagers qui devaient rallier Dakar ont été obligés de rebrousser chemin. Autre sujet d'actualité, les négociations État-enseignant. Et une question, chère Tidiane, quel rôle joue la base lors de ces négociations? Est-elle bien saisie et bien informée de toutes les évolutions relatives aux doléances des travailleurs avant toute signature d'accord? Élément de réponse dans ce sujet, signé Amam Biram Diouf et Tierno Laurent Mendy. C'est d'habitude au sortir de négociations entre l'État et les syndicalistes que le terme est plus utilisé. Nous allons informer ou consulter la base, disent souvent les responsables, son architecture, son fonctionnement. Au niveau de ces structures verticales, c'est les sections au niveau du département administratif. Chaque établissement maintenant, évidemment, il y avait une structure de base qui se concertait entre enseignants. Sur le champ, parfois, on nous demande de suspendre ou de lever le mot d'ordre. On dit que non pas ce mandat. Nous sommes des représentants, nous prenons acte des informations et nous rendons compte. C'est ça la démarche responsable. Consulter la base nécessite plusieurs démarches selon les questions à traiter et le deadline fixé. Les textos déjà, il y a quelques bribes d'informations qui sont envoyées à tous les responsables. L'autre également moyen de communication, c'est l'Internet avec les mailing groups. Voilà pourquoi, pour prendre des décisions aussi importantes
d'une suspension ou de la signature d'un protocole d'accord, c'est pas moins d'une semaine quand même. Pour ce membre fondateur du Sud-Est et de l'UDEN, qui fut également militant du syndicat unique de l'enseignement laïque dans les années 50, ils avaient leur façon à eux de procéder. C'était soit sous forme de contact à l'aide de fiches de consultation avec des questions bien précises, soit maintenant, évidemment, des visites syndicales à la base. On le faisait au maximum à 48 heures, on faisait tout le pays. Une démarche plurielle et responsable comme le revendique le CELS, dont le bureau national se réunit ici, mais un hic, l'atomisation des syndicats. Dans un secteur où l'on peut compter plus de 50 organisations syndicales, comprenez bien qu'il va être très difficile d'aller vers une organisation harmonisée. Le syndicat ne se limite pas seulement à ses dirigeants, bien représenter la base, c'est ça la mission. Mambiram Diouf, merci. Nous parlons de toute autre chose avec la journée dédiée aux talibés célébrée ce lundi au Sénégal. Ce sont des enfants âgés de 5 à 10 ans qui s'y adonnent à une situation qui s'apparente plus à de l'exploitation. Et une exploitation économique puisque ces jeunes garçons sont forcés de rapporter des quotas journaliers d'argent ou de denrées. Le gouvernement, lui, compte engager des réformes visant à moderniser les daras. Des réformes qui ne plaisent pas à certains maîtres coraniques, nous disent Maïmouna Ndiaye et Mardia. Un groupe de garçons dans un carrefour, connu sous le nom de talibés. Ces enfants sont souvent battus, soumis à des conditions de vie déplorables, en quête de pitance sans cesse. Ils racontent leur douloureuse journée. Un jour, j'avais vraiment souffert, car mon maître coranique m'avait tellement bastonné. Il me frappait avec des fils téléphoniques. C'était vraiment pénible. J'étais parti une fois voir des amis quelque part et quand mon maître coranique l'a su, il m'avait bien corrigé. Je ne l'oublierai jamais. Des années dans la mendicité, des soi-disant maîtres coraniques se servent de l'éducation religieuse comme couverture pour l'exploitation économique des enfants et leurs parents dans tout ça. Réticence dans certaines réformes de l'État, ce maître coranique tente de se défendre. Je pense que c'est une bonne chose d'éradiquer la mendicité. Je suis pour la modernisation des daras. Les maîtres coraniques s'y opposent parce qu'ils ignorent les tenants et les aboutissants du projet. En ce qui me concerne, je vous confie que je ne fais pas mendier les enfants. L'application de la loi 2005 dans toute sa rigueur, le plaidoyer de la société civile sénégalaise pour protéger ces dizaines de milliers de talibés. Et plus de 30 000 jeunes garçons soumis à la mendicité dans la région de Dakar. C'est le résultat d'une cartographie des écoles coraniques ou daras effectuée en 2014. Oui, à la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme dénonce le manque de volonté politique de l'État du Sénégal et l'appelle donc le gouvernement à respecter les conventions internationales. Là-dessus, je vous propose d'écouter le coordonnateur au micro de Maïmouna Ndiaye et Mardia. C'est une honte nationale. Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas tenté de faire des choses. Mais aujourd'hui, nous voulons dire tout simplement que même nous, société civile, quelque part, il est temps qu'on s'interroge sur nos méthodes également d'intervention. On ne peut pas comprendre qu'un État moderne n'applique pas la loi. Si aujourd'hui, dans ma République qui s'appelle le Sénégal, qui a une constitution, qui a un label international de pays démocratique, c'est là aussi qu'il y a des abus massifs sur des enfants. Je me repose sur la qualité de notre démocratie. Je repose aussi sur la qualité aujourd'hui d'un certain humanisme sénégalais qui est en train d'être, qui est reconnu au plan international. Et parlons environnement dans ce journal avec l'ennemi numéro 1 de l'écologie, le sac plastique. Au Sénégal, quasi impossible d'acheter un produit sans le sac plastique qui va avec. Les vendeurs disent ne pas trouver d'autres emballages adéquats. Ibrahim Akan et Modou Diop nous en disent plus. Des sachets en plastique éparpillés ça et là, l'image est devenue banale à Dakar. La cause, à la boutique, au marché, il est presque impossible de ne pas utiliser ces sachets. Pour tout ce que vous achetez, on vous donne des sachets en plastique, que ce soit du riz ou autre, même le cola.
C'est toujours pratiquement en sachet plastique. Toujours dans les boutiques, c'est ce qu'on nous donne, les sachets plastiques, pas biodégradables. Si on lance ça, ça va continuer alors que pour les sachets en plastique, en carton, vous pouvez les utiliser à d'autres fins. Moi, par exemple, si je vais à la maison, après utilisation, je vais les lancer. Les vendeurs, pour leur part, confirment. Toutefois, ils ne trouvent pas, disent-ils, d'alternative pour divorcer avec ce type d'emballage. On n'a que des sachets en plastique. Tout le monde les utilise. Chaque semaine, on dépense presque 200 000 francs CFA pour les sachets. Nous n'avons que les sachets en plastique. Au Sénégal, presque toute la population utilise des emballages en plastique et pourtant, ces sachets constituent un danger pour l'environnement. Pour le préserver, les parlementaires entendent voter un projet de loi pour interdire l'importation, la distribution, mais aussi l'usage des sachets en plastique au profit des emballages en papier. Iboukan, merci Léa. On constate à côté de ces sachets en plastique, il y en a aussi d'autres en papier qu'on voit souvent dans les pharmacies et boutiques. Donc une façon à elle de participer à la protection de l'environnement. C'est un reportage signé à Pape Faraning et Adama Gueye. Si la loi passe, les commerces et les consommateurs devront utiliser les sachets biodégradables en lieu et place des sachets plastiques. Dans certains lieux de vente, des dispositions sont déjà prises, un moyen pour protéger l'environnement. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et puis pour la nature. Pour des raisons qui sont civiques avant tout. Un sachet en papier se met avant tout à la poubelle, mais les incidences sont moins graves par rapport à l'écosystème, par rapport à la flore et par rapport au respect de notre propre pays. C'est une première que j'utilise ce genre de sachet, mais je trouve que c'est pratique et c'est révolutionnaire. Les sachets en papier sont plus pratiques et se dégradent en moins de 3 mois. Il faut savoir une chose, c'est que les sachets en plastique mettent 450 ans à se détruire dans la nature, alors même qu'un sachet en papier met 3 à 4 semaines. Les sachets en plastique ne sont pas très recommandés parce que si on les utilise, on les jette dans la nature et il paraît que ça ne se dégrade pas. Le sachet peut résister jusqu'à 100 ans. Toutes ces personnes interrogées sont en phase avec la future loi sur l'interdiction de l'importation des sachets plastiques. Vous êtes d'accord avec la loi? Oui, je suis d'accord. Mais complètement. Comment ne pas l'être? Bien sûr, je suis d'accord à 100%. Ce mardi, un projet de loi est soumis aux députés. En attendant, les sacs en plastique continuent de brûler avec leur lot de dégâts. Faraning, merci. Donc, retenez qu'un projet de loi visant l'interdiction de ces sachets en plastique sera soumis aux députés ce mardi. L'impact de la sortie du chef de l'État sur la transhumance ne faiblit toujours pas dans l'espace public sénégalais et les points de vue divergent. Pour Momar Seynindiaye du journal Le Témoin, Macky Sall a commis une erreur dans sa communication. Selon Ibrahim Asso, chercheur à l'IFAN, l'instauration d'un seul mandat présidentiel pourrait faire cesser la transhumance. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. La transhumance politique, un mot qui sonne mal dans l'entendement de certains citoyens. Et quand le chef de l'État donne son feu vert, les choses prennent une autre tournure. Je pense qu'on est là en présence d'une faute morale du président de la République et que forcément la population ne peut avoir qu'une image assez négative de cette sortie du président. Le président a affirmé sa volonté d'ouverture. Peut-être qu'il l'a fait d'une manière assez exagérée, de telle sorte que les gens en ont profité pour exploiter ça politiquement. C'est la logique des intérêts, mais avec, disons, des intérêts souvent multiples, des gens qui viennent s'adosser au parti présidentiel, même s'il est minoritaire, pour que le président le couvre. En donnant sa position sur cette question, la communication du chef de l'État ne subit-elle pas un coup fatal? Il ne peut que perdre un tout petit peu quand même l'estime des personnes qui voyaient en lui un homme de rupture. Même si les gens, c'est en tenant compte des réactions des uns et des autres qu'il a réajusté, c'est pas une mauvaise chose. Parce que quand on communique, on est toujours appelé à s'éclaircir, à intervenir pour mieux se faire comprendre. Professeur Ibrahim Sow tranche. La solution est que le président n'ait plus qu'un seul mandat et qu'il ne soit pas chef de parti politique.
En ce moment-là, il n'y aurait plus de transhumance parce que le chef d'État ne serait plus attractif. Le chef de l'État s'est dit ouvert à collaborer avec ses anciens adversaires politiques, mais Macky Sall précise qu'il n'est pas prêt à accueillir n'importe quel transhumant. Et puis un colloque international sur les ports africains, statut juridique et enjeux économiques se tient depuis aujourd'hui à Dakar. Entre autres objectifs, établir un cadre juridique sécuritaire mais qui prend en compte les intérêts des différents pays qui ont des relations portuaires. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications du professeur Eloi Diarra. Il est au micro d'Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Ces travaux donc portent sur les ports, mais nous avons décidé de cibler certains problèmes. Les ports, en Afrique en particulier, ont besoin de renouveler leur matériel. Certains types de problèmes vont également être soulevés. Ce sont des problèmes de sécurité juridique. Notre colloque est un colloque de juristes et nous attirons en tout cas l'attention des directeurs des ports sur la nécessité de donner une grande place aux juristes pour les conseiller afin que les contrats qu'ils soient amenés à conclure soient des contrats qui soient profitables pour nos pays. Et direction l'Afrique du Sud à présent, pays de Nelson Mandela, où malgré le chemin parcouru, de nombreux immigrés africains sont encore victimes de violences xénophobes. Les Sénégalais, Léa, ne sont pas encore concernés selon le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC. Toute cette violence, selon lui, est due au taux de chômage qui est de 40% dans ce pays. Il a rencontré nos reporters Aïssatou Païfal et Modou Diop. Les violences xénophobes continuent en Afrique du Sud. Beaucoup d'immigrés déplacés, les ressortissants sénégalais sont-ils menacés par ce regain de violence? Ces menaces pèsent nécessairement puisque les personnes qui sont visées sont des travailleurs immigrés et des travailleurs immigrés africains en particulier. Il est vrai que ce sont les pays limitrophes de l'Afrique du Sud qui sont les plus touchés, mais dans la mesure où il y a des Sénégalais là-bas, ils peuvent être victimes. Comment en est-on arrivé là? Le directeur du WARC estime qu'un taux de chômage élevé en est la cause. Les immigrés sont ciblés pour une raison bien simple. Le taux de chômage en Afrique du Sud chez les jeunes atteint plus de 40%. Je crois que c'est ces espoirs déçus qui font que peut-être les populations s'adressent ou s'attaquent aux étrangers, puisque dans ces cas-là, les étrangers sont toujours les boucs émissaires. Optimiste Ousmane Senlé, le gouvernement sénégalais a toujours pris en charge les Sénégalais vivant à l'extérieur dans des conditions difficiles. Rappelez-vous un certain nombre de cas que l'on a enregistrés dans le passé. La situation confuse en Libye. Il faut dire quand même que je crois que les autorités sénégalaises étaient allées à la rescousse des Sénégalais. Les violences en Afrique du Sud ont fait 15 morts selon certaines sources, 5000 personnes déplacées. Le président Zuma affirme que seule une minorité est à la base de cette xénophobie. Selon l'ambassadeur du Sénégal à Pretoria, un compatriote blessé lors de heurts survenus à Durban. L'actualité internationale à présent dominée par ces drames dans la Méditerranée, résumé par Fatou Kinedem. L'opposition guinéenne reprend les manifestations dans la capitale Conakry pour protester contre le nouveau calendrier électoral. Les forces de l'ordre étaient déployées en masse lundi 20 avril à Conakry. Il y aurait eu quelques accrochages malgré la visite dimanche d'une délégation du gouvernement au domicile du chef de file de l'opposition Cellou Dalein Diallo. La situation est toujours tendue. Quant au pouvoir, une reprise du dialogue est nécessaire, mais sans condition préalable. Une proposition toujours refusée par ses adversaires. Afrique du Sud, le roi des Zoulous appelle au calme après les violences xénophobes. Goodwill Zoué Litini est accusé d'avoir été à l'origine des violences qui ont visé des étrangers venus d'autres pays d'Afrique. 7 personnes y sont mortes, des milliers de déplacés ces 15 derniers jours à Durban puis à Johannesburg. Selon des médias, le roi des Zoulous a appelé fin mars les étrangers à plier bagages et quitter le pays.
L'Italie et Malte volent au secours de 2 bateaux de migrants en détresse en Méditerranée. L'un des navires se trouve à quelques kilomètres des côtes libyennes avec environ 150 personnes à bord. L'autre est une embarcation avec 300 migrants. Ce drame survient alors que dans la nuit de samedi à dimanche, un chalutier avait fait naufrage au large des côtes italiennes. 700 personnes sont portées disparues. Un sommet européen sur le drame des migrants en Méditerranée est convoqué jeudi à Bruxelles. Bienvenue dans la page des sports. La Fédération sénégalaise de volleyball continue ses rencontres éliminatoires avec au programme Duc qui a battu EP de Thiès par 3-0 chez les filles et chez les garçons. L'ASC Police s'est défaite de l'Olympique de Ngor par 7-1. Voilà, c'est un reportage signé par Faraning et Younous Diatta. Volleyball phase éliminatoire en championnat, c'est les filles. Les Ducesses étaient plus fortes que les filles de EP de Thiès. Elles ont gagné les 3-7. Une victoire normale selon leur coach vu l'expérience de ces joueuses. Il faut dire que l'équipe du Duc a des potentialités, que le renseignement que nous avons eu par rapport à l'équipe adverse, EPT en l'occurrence, donc nous ont permis de mettre un système de jeu, de stratégie pour pouvoir remporter ce match 3-7-0. Cette défaite des Thiessoises est acceptée avec philosophie par leur entraîneur qui estime que ces joueuses manquent d'expérience face à des filles très expérimentées. L'apprentissage qui se poursuit toujours. Nous sommes en deuxième année. L'année passée, on encaissait des raclés, des scores fleuves. Mais cette année, on est en train de se rapprocher de l'élite parce qu'on a perdu par 3-7-0. Mais avec des scores de 25-16, 25-17 et 25-17. Un niveau très acceptable selon le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de volleyball. On peut compte quand même que le niveau du volleyball est en train de progresser. Parce qu'en fait, on a des joueurs quand même qui font beaucoup d'efforts avec les techniciens dans le cadre des apprentissages au niveau des fondamentaux, qui est essentiel aujourd'hui pour le développement du volleyball et pour aussi un volleyball performant. Dans l'autre rencontre, c'est les hommes. L'AS Police a battu l'Olympique de Ngor 3-7-1. Et le dossier du jour pour clôturer ce journal, cela fait maintenant des années que l'école publique sénégalaise est en difficulté. D'ailleurs, des enquêtes du CNERS ont récemment sonné l'alerte. La baisse du niveau des élèves, donc aux conséquences des nombreuses grèves, les lacunes accumulées se répercutent en fin d'année lors des examens de fin de cycle. C'est un dossier signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. La baisse du niveau général des élèves, une réalité dans l'école publique sénégalaise. Le faible taux de réussite dans les examens de fin de cycle en est une preuve. Les élèves d'il y a 10 ans, peut-être, étaient beaucoup mieux formés, avaient beaucoup plus de bagages. Donc à toutes les étapes du cycle d'enseignement, les insuffisances notées à toutes les étapes s'accumulent et au niveau des classes d'examen, les résultats ne suivent pas. Un recul du niveau constaté à partir des années 1990 et de cette date à nos jours, les choses vont de mal en pis. On constate que pendant ces périodes-là, au baccalauréat par exemple, on a des taux d'admission qui dépassent les 60%. Mais à partir des années 90-2000, les taux stagnent entre 35 et 40%. C'est parce que c'est vrai que dans les années 80, on avait institué le bac en première partie et en deuxième partie. Donc ceux qui arrivaient en terminale pour faire la deuxième partie étaient vraiment de niveau assez important. Pour ces spécialistes de l'école, cet état de fait découle de plusieurs facteurs. On injecte dans le système éducatif des enseignants sans formation. Il faut y ajouter les déficits en manuel, les déficits en matériel de travail didactique. Les élèves aussi ne sont plus motivés, ne sont plus aussi travailleurs qu'ils l'étaient avant. Le quantum horaire est terriblement insuffisant. Et ça, il faut le dire, et il faut le dire clairement. Lorsqu'on perd autant d'heures de cours, aucune acrobatie
ne permet de rattraper. Une meilleure formation des enseignants, un cadre scolaire plus apaisé, entre autres solutions pour relever le niveau des élèves à la base. À défaut de cela, d'ici 10 à 15 ans, l'école publique sénégalaise risque de ne plus produire des élèves de qualité, ce qui serait une catastrophe. Aminata Barresso, merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci, chère Tidiane. Voilà, la parole à la permanence avec Chérif Diop. Merci beaucoup, chère Tidiane. Merci beaucoup, Léa. Revenez demain, s'il vous plaît. Inch'Allah. Allez, à demain. Si vous n'avez pas lu la tribune du journaliste Yorodia ce matin dans le journal L'Observateur, restez avec nous. Il sera l'invité du JT 20h dans un instant.